Bonjour, on va démarrer, vous n'êtes pas nombreux, je vais attendre 5 minutes et déjà je voudrais savoir si vous m'entendez et si vous me voyez, puisque vous pouvez répondre dans, je pense que ça doit être dans questions ou dans le chat, je ne sais pas. On entend et on voit, eh ben c'est cool. Alors, cette masterclass, donc c'est des séances un peu de tours de révision, matière par matière. Pour l'uro, j'ai séparé entre la donc l'onco-urologie et l'urologie fonctionnelle. Si c'est un peu long, on fera une petite pause au milieu. Vous me direz ce que vous en pensez. Et nous allons donc commencer. J'ai pour chaque thème, pour chaque maladie, fait un QCM, juste pour introduire un peu le sujet et que vous participiez un minimum, au moins dans le chat. Alors, les tumeurs kystiques du rein, vous allez m'envoyer vos réponses dans le chat. Petit a sont suspectes en cas de bourgeonnement. Donc, on parle de tumeurs kystiques, hein, sont suspectes en cas de bourgeonnement ou de prise de contraste dans la paroi du kyste. Est-ce qu'elles sont classées selon D'Amico? Est-ce qu'elles peuvent être biopsiées? Est-ce que les tumeurs kystiques contre-indiquent la réalisation de néphrectomie partielle? Et les tumeurs kystiques sont le plus souvent des angiomyolipomes. Alors, j'attends quelques réponses dans le chat. Alors, j'ai vu assez, je sais pas trop comment ça marche là, ce chat. J'ai vu une réponse. Ah oui, d'accord. Donc assez, et puis j'ai quelqu'un qui dit E. Donc, les réponses sont affichées. Donc, effectivement, les tumeurs kystiques sont suspectes en cas de bourgeonnement ou de prise de contraste dans la paroi du kyste. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Elles ne doivent pas être biopsiées. En revanche, le E, il n'y a pas de corrélation entre des tumeurs kystiques et angiomyolipome, et je dirais même au contraire. Alors, première chose, c'est que pour les tumeurs rénales en général, que ce soit kystiques ou tissulaires, parce qu'on va voir que c'est ça la première différence sur le plan radiologique, c'est que nous allons distinguer les tumeurs solides, tissulaires, et les tumeurs liquides, entre guillemets, enfin avec une composante liquidienne, kystique. Que ce soit l'un ou l'autre, le diagnostic repose en premier lieu sur un neuroscanner, avec donc cette définition bien précise d'un neuroscanner, qui est un scanner abdominopelvien, afin de voir tout l'appareil urinaire, depuis les reins jusqu'à la vessie, et surtout avec 4 temps ou 4 phases. Donc un temps sans injection qui est parfois oublié, c'est-à-dire que ce temps sans injection, on pourrait se dire il sert à rien, mais si, en fait c'est vachement important pour avoir des mesures de densité, notamment dans les cancers du rein, de base, parce qu'on va beaucoup se baser sur le rehaussement d'une tumeur rénale entre le temps sans injection et un temps injecté. Cette notion de rehaussement est fondamentale, donc il faut absolument un temps sans injection. Et puis en plus, c'est un temps qui permet de voir tout ce qui est calcifié de base, et notamment les calculs. Alors, même si on sort un petit peu des cancers du rein, les calculs se voient très bien sur un scanner sans injecter et il n'y aura pas besoin de faire plus. Maintenant, pour les cancers du rein, la notion de calcification, même si ce ne sont pas des calculs, une tumeur, si elle est un peu calcifiée, ça se voit dès le scanner sans injection et ça évite de conclure à tort à un rehaussement. Donc, temps sans injection, ne l'oubliez jamais. Ensuite, artériel, veineux et surtout tardif. Temps tardif qui correspond donc au temps de l'excrétion urinaire et celui qui va permettre de voir des lacunes dans l'appareil excréteur, que ce soit au niveau piélique, urétéral ou même vésical. Donc voilà ce qu'est un neuroscanner.
Ensuite, quand on a des doutes, quand on hésite, on peut faire des IRM, mais ça sort, je pense, un petit peu du domaine des EDM. Alors, les tumeurs rénales sont par défaut, on va souvent imaginer qu'elles sont cancéreuses. Il y a 2 exceptions, il y a 2 histologies qui ne le sont pas, qui sont bénignes, c'est l'oncocytome et l'angiomyolipome. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce qui caractérise, ce qui est pathognomonique d'un angiomyolipome sur le plan radiologique? Il y a un mot-clé, si vous avez ça en croc, qu'il faut pouvoir sortir. Qu'est-ce qu'on cherche au scanner qui va signer la nature angiomyolipomateuse d'une tumeur rénale? Un mot dans le chat, c'est un croc. Alors personne n'a ce mot, j'ai l'impression, vous n'êtes pas très nombreux, il faut dire, mais c'était le mot. Ah oui, non, donc la prise de contraste, donc pour Marine, c'est pas ça, c'est le mot graisse, tout simplement. Qu'est-ce qui signe un angiomyolipome? C'est s'il y a même sur une toute petite, sur un tout petit volume, s'il y a un petit peu de graisse dans une tumeur et la densité graisseuse est absolument caractéristique, les radiologues ne se trompent jamais. S'il y a de la graisse dans une tumeur rénale, alors c'est un angiomyolipome. Regardez, angiomyolipome, ça veut dire des vaisseaux, du muscle lisse et de la graisse. Angiomyolipome. Il peut y avoir, c'est rare, mais il peut y avoir des angiomyolipomes sans graisse. En tout cas, s'il y a de la graisse, c'est un angiomyolipome. Et les angiomyolipomes sont les tumeurs bénignes, donc on ne va pas les opérer, à moins qu'elles soient vraiment très très grosses et qu'elles puissent avoir un risque hémorragique, mais c'est rare. Donc première chose, les angiomyolipomes, pour répondre du coup pourquoi le E ici était faux, sont des tumeurs tissulaires et avec une composante graisseuse, comme je l'ai dit. Alors, un mot, dans un dossier de tumeur rénale, il y aura une notion importante, c'est en particulier chez les patients jeunes ou sur des patients qui ont des tumeurs qui récidivent au cours de leur vie, pourra se poser la question d'une composante génétique. Donc les patients qui ont des cancers du rein avant 45-50 ans, on leur propose une consultation d'oncogénétique. Et pour les tumeurs multiples, on pense tout de suite à la maladie de von Hippel-Lindau, qui peut avoir aussi des localisations au niveau du système nerveux central. Et puis un concept très important, vous voyez ici je vous ai mis les éléments clés de cette maladie, hein, les grandes choses à retenir, à comprendre pour quand vous révisez le cancer du rein, c'est tout ça qu'il faut bien intégrer. C'est qu'on a toujours à l'esprit, quand on traite un patient pour un cancer du rein, de préserver son capital néphronique. Alors autrefois, il y a 15 ou 20 ans, on faisait une néphrectomie élargie dès qu'il y avait un petit cancer du rein, et puis tout ça est complètement, a été complètement modifié avec les techniques maintenant de néphrectomie partielle, qui permet de ne retirer que le cancer en gardant le reste du rein. Mais ça a pris un petit peu de temps parce qu'au début, les gens avaient très peur de tumeurs multifocales. Et comme tous les dogmes en médecine, eh bien, les dogmes tombent un beau jour. Voilà, donc on essaye de garder au maximum le rein sain. On ne fera pas de prise en charge d'un cancer du rein sans avoir une créatinine, un DFG pour chaque patient. Et bien sûr, des tumeurs du rein sur un rein unique vont être un peu plus délicates. Il faut éventuellement prévenir le patient du risque de dialyse pour les tumeurs bilatérales ou les tumeurs sur rein unique. Alors, on va se concentrer un petit peu sur de l'imagerie. Comment on interprète, puis après on va faire quelques exemples. Comment interpréter un scanner pour une masse rénale? Premièrement, on donne bien sûr le côté, le nombre de tumeurs, la localisation. Ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on va distinguer les tumeurs tissulaires, qui sont solides, et les tumeurs kystiques ou à composante kystique, c'est-à-dire avec au moins une poche liquidienne. Alors, je vais vous le dire tout de suite, la difficulté des tumeurs kystiques, c'est que on va être très prudent, voire contre-indiqué, hein, les biopsies, parce que biopsier une tumeur kystique, si l'aiguille touche la partie liquidienne, eh bien c'est là qu'il y a un risque de
d'écoulement du liquide qui peut contenir des cellules cancéreuses et d'essaimage le long du trajet de la biopsie. Dans certains cas, on va dire très particuliers, s'il y a vraiment une tumeur qui est un peu mixte, c'est-à-dire avec une grosse composante tissulaire et une composante kystique, ça peut arriver, on peut discuter d'une biopsie de la composante tissulaire. Mais je pense qu'à votre niveau, on va retenir que tumeur kystique contre-indique la biopsie. La notion de rehaussement, encore une fois, c'est la prise des densités, donc les unités Hounsfield, au niveau de la tumeur, entre le temps sans injection et le temps artériel, d'où l'importance d'un scanner 4 temps. Ensuite, dans la description radiologique, il faudra dans le compte-rendu bien décrire si la tumeur est, regardez ici la différence, une tumeur ici qui est exophytique, c'est-à-dire qui pousse moitié vers l'extérieur. Ici, une tumeur qui est assez endophytique, qui a poussé, je sais pas, 3/4, 1/4, 3/4 vers l'intérieur, 1/4 vers l'extérieur. Et même ici, tiens, voilà ici une tumeur qui est complètement à l'intérieur du rein. Voici ce que ça veut dire endo-exophytique. Bien sûr, les tumeurs du sinus rénal, le sinus rénal, c'est la portion du rein. Je vais essayer de marquer, j'espère que vous voyez ma souris. C'est la portion de rein ici qui comprend le bassinet et puis les artères et les veines rénales. Donc les tumeurs qui sont à ce niveau-là sont plus délicates à traiter parce qu'il y a beaucoup de structures nobles du rein qu'il va falloir préserver. Bon, la taille tumorale évidemment, les limites, thrombus, toujours vérifié sur le temps veineux, l'absence ou la présence de thrombus veineux parce que les tumeurs peuvent se prolonger dans le sens du courant veineux. Alors ici, les deux reins ne sont pas complètement égaux parce qu'il y a une asymétrie entre les veines rénales. La veine rénale gauche, elle est longue, la veine rénale droite, elle est très courte. Hein, j'espère que vous vous souvenez un petit peu, que vous avez quelques rappels d'anatomie qui vous reviennent. Mais la veine rénale droite, je vais faire peut-être un petit dessin, comme ça, ça va. Je vais voir si ça marche. Est-ce que vous voyez un écran d'iPad? Ok, donc petit rappel, mais je pense vraiment que c'est que des rappels. Voici la veine cave inférieure, voici la veine rénale droite, voici la veine rénale gauche, voici l'aorte, l'artère rénale droite, l'artère rénale gauche. Voici un rein. Et voici un rein gauche. Alors, première chose, vous voyez que j'ai fait un petit décalage entre le rein droit et le rein gauche, ce qui va expliquer que sur des coupes scanographiques, si on est sur des coupes assez hautes, par exemple en T12 ou T11, eh bien, nous aurons ici sur une coupe comme ceci, on ne verra que le pôle supérieur du rein gauche. Sur une coupe un peu basse, par exemple en L2, L2, L3, il n'y aura que le pôle inférieur du rein droit. Donc si à l'internat vous avez juste une seule coupe avec un seul bout de rein, c'est pas forcément un rein unique, hein, c'est peut-être que vous êtes sur une coupe basse ou haute, voilà. Bon, si vous avez les deux coupes, bien sûr, voilà. Alors, voici ici une coupe en L1, vous voyez donc le trajet des veines rénales, ici une veine qui est très courte, et donc en cas de thrombus, imaginez voilà, un cancer du rein qui se développe, qui forme un thrombus,